Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous voici arrivés au terme de cette saison de mon cours sur l'Empire ottoman, la Turquie face à l'Occident. Un terme terni par la distance, par le manque de contact humain et par la difficulté qu'il y a à parler un peu dans le vide et à recevoir ces cours par le biais d'enregistrement. Mais toujours est-il que j'ai réussi à traiter des 20 années que je m'étais promise, de 1856 environ à 1876, ce qui me fait arriver à cette année terrible, horrible, l'Annus Horribilis de 1876, que j'ai intitulé l'année des trois sultans, par référence à l'année des trois empereurs en 1888, qui est bien connue, l'année des trois sultans les moins. Et pourtant, c'est une année extrêmement importante, une année charnière dans la destinée de l'Empire ottoman, une année qui va faire chavirer en quelque sorte les Tanzimat dans l'autocratie hamidiane, l'autocratie du sultan Abdulhamid, et qui par conséquent va avoir des conséquences extrêmement lourdes sur l'avenir politique de l'Empire ottoman et, selon moi, de la Turquie. Évidemment, pour parler de 1876, il faut remonter un peu dans le temps. Et vous vous souviendrez que la dernière fois, la semaine dernière, j'avais évoqué la crise des années 1870. Crise économique, crise financière, mais aussi crise politique. Et par conséquent, c'est la combinaison de toutes ces crises, de tous ces aspects de la crise des années 70, qui va culminer en 1876, en 75-76, pour créer cette année horrible que j'évoquais. D'ailleurs, cette année, un peu à la manière du 19e siècle que l'on appelle souvent le long 19e siècle, je parlerai d'une longue année 1876, puisque pour moi cette année, elle débute en 1875 et elle ne se termine pas vraiment, mais elle se termine en 1877. Et par conséquent, c'est une période d'un an et demi à peu près que j'appelle cette année horrible, cette année terrible. Mais si l'on remonte dans le temps, comme je vous le proposais, nous pourrions commencer par parler des forces de l'opposition. L'opposition au système, c'est-à-dire l'opposition politique, les agents d'une opposition libérale par moment, une opposition qui rêve de parlementarisme et qui voudrait mettre fin à certains abus tels qu'il les identifie dans le système ottoman dans les années 1860. Des abus de pouvoir, puisqu'il s'agit avant tout de critiquer un système qui n'est pas ouvert à la participation politique, qui n'est pas ouvert à la représentation, qui est bloqué en quelque sorte par le sultan, mais surtout par la bureaucratie des Tanzimat, par ces hommes d'État, ces grands hommes d'État qui ont bâti à partir des années 1840 un système sur lequel repose la stabilité de l'Empire, ou du moins ce qu'il en reste. C'est donc un peu la sublime porte qui est mise en cause, avec certains acteurs en particulier. Vous vous souviendrez, j'avais évoqué le rôle joué par Ali Pacha et Fouad Pacha, ces deux disciples de Muzaffar Reşit Pacha, qui, pendant les années 1860, vont plus ou moins contrôler le système politique, en alternant au Grand Vizirat et au ministère des Affaires étrangères, l'un après l'autre, et en contrôlant en quelque sorte le système. Alors, cette opposition, on la voit apparaître dans les années 1860.
Certains vous diront qu'elle est née lors d'un pique-nique en 1865. Il s'agit de ce que l'on appellera les jeunes Turcs. Alors, les jeunes Turcs, du moins pour les contemporains, puisque par la suite, comme vous le savez, il y aura une deuxième génération beaucoup plus jeune, cette fois-ci, d'officiers et d'intellectuels qui feront la révolution jeune turque de 1908. Et par conséquent, aujourd'hui, pour les distinguer les uns des autres, pour distinguer la première génération des opposants au régime, qui se disaient jeunes Turcs, des jeunes Turcs des années 1890, jusqu'en 1908, il est convenu d'appeler la première génération les jeunes Ottomans. En turc, on dit même les Yeni Osmanlılar, les nouveaux Ottomans. Je préfère quand même les appeler les jeunes Turcs, pour la bonne et simple raison que c'est la terminologie qui était utilisée à cette époque-là, mais je vous demanderai simplement de retenir cette distinction. Première génération de jeunes Turcs, les intellectuels, les hommes d'État, les bureaucrates qui, dans les années 1860, vont se constituer en une sorte d'opposition, non pas un parti politique, puisqu'il n'y a pas de support pour la formation et la création et le développement d'un parti, il n'y a pas de parlement, mais disons que c'est un groupe de gens qui sont associés de manière assez lâche, assez hétéroclite, qui sont attachés à l'idée de réformer à nouveau le système. Vous aurez remarqué que depuis les années 1830, depuis l'édit des Tanzimat, on ne cesse de parler de réforme. On réforme en 1939, on réforme en 1956, et dans les années 60, ce sont encore une fois des réformistes qui vont essayer de s'attaquer au pouvoir, au système en place, et proposer une nouvelle régénération de l'Empire par l'introduction d'un système politique plus libéral, plus représentatif et par conséquent essentiellement parlementaire. Alors qui sont ces jeunes Ottomans ? Je vous disais, la petite histoire veut qu'il y ait eu une première réunion dans la forêt de Belgrade. Forêt de Belgrade, rien à voir avec la ville de Belgrade, c'est une forêt qui se trouve au nord d'Istanbul, un pique-nique donc de certains intellectuels qui se retrouvent pour essayer de parler de l'avenir. Les jeunes Ottomans. D'ailleurs, je soulignerai encore une fois que Şerif Mardin est probablement celui qui, encore aujourd'hui, même si ses travaux datent des années 60, encore aujourd'hui reste l'ouvrage de Şerif Mardin reste la référence de base pour l'étude des jeunes Ottomans, des jeunes Turcs de la première génération. The Genesis of Young Ottoman Thought, c'est le titre de son ouvrage, et qui étudie dans le détail la pensée de ces individus, la formation de leur politique, de leur philosophie politique et le destin de ce mouvement pendant les années 1860 et 70, bien sûr, jusqu'à la seconde génération, celle des jeunes Turcs des années 1890. Alors, qui sont ces jeunes Turcs ? Ce sont des gens de profils assez différents, de tous bords, mais appartenant quand même à une certaine classe supérieure de la société, soit par la famille, soit par l'éducation, et ce sont par conséquent des gens qui forment une sorte de clique assez hétéroclite. En voici quelques-uns, 8 noms, qui
ne sont pas exhaustifs d'un groupe qui s'étale un peu plus dans la vie politique de l'époque. Des gens comme Zia Bey, devenu par la suite Pacha, un intellectuel, un poète, quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'histoire. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont tous en commun, puisque l'histoire est en général un des instruments de la remise en question du présent. C'est lui qui, le premier, publiera un ouvrage sur l'histoire de l'Andalousie, quand on pense que l'Andalousie islamique était en grande partie méconnue du public ottoman. C'est lui qui va, bien sûr, par la traduction, en traduisant un ouvrage de Viardot qui date des années 1830 et qui n'est probablement pas le meilleur des ouvrages sur les morts d'Espagne, comme on les appelait alors, il va introduire une dimension historique à cette identité, à cette quête d'identité pour la nation ottomane, vue dans le contexte de son identité islamique. C'est quelque chose qui m'intéresse en particulier, puisque je viens de terminer un ouvrage qui paraîtra probablement en mai, sur la découverte, entre guillemets, de l'Alhambra par les Orientaux. L'Alhambra, à la croisée des histoires, qui sera publié aux Belles Lettres, et qui traitera justement de 7 facettes de l'Alhambra que l'on sait avoir été découverte au XIXe siècle par le romantisme, le médiévalisme occidental, Victor Hugo, Chateaubriand, et bien sûr par la passion architecturale pour cet élément mauresque. À partir des années 1840 déjà, mais surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Orientaux aussi, c'est-à-dire des Ottomans de culture turque, mais de plus en plus des Ottomans de culture arabe, vont découvrir dans l'Alhambra et dans l'Andalousie un élément dont ils se nourriront pour essayer de créer une vision historique de la nation de l'islam, de la nation arabe pour certains, ou de la nation islamique pour d'autres. Donc Zia Bey, qui deviendra pacha, ainsi que je le disais, est un de ces intellectuels qui contribuent à la cause de l'identité nationale, ou proto-nationale, en s'intéressant à l'histoire et bien sûr à la poésie, puisqu'il était aussi poète. Le suivant, Naam Kemal, très connu, archi connu, c'est un poète, c'est un écrivain, c'est un penseur. Il a publié des pièces de théâtre qui ont eu énormément de succès. C'est donc un intellectuel engagé, un des plus actifs dans ce groupe. Et nous le reverrons lors de son exil à Paris et à Londres. Şinasi Efendi, lui aussi un intellectuel, un écrivain. Agah Efendi, un journaliste, quelqu'un qui utilise la presse afin d'essayer de donner une circulation, une diffusion aux nouvelles idées qui sont évoquées par ce groupe d'individus. Mehmet Bey, très occidentalisé, comme vous le voyez, encore un intellectuel de l'époque. Ali Suavi Efendi, au contraire, plutôt islamiste, islamisant, quelqu'un qui voit dans l'islam, comme beaucoup d'entre eux d'ailleurs, mais plus que d'autres, la solution dans une régénération de l'islam. Et aux deux extrémités du second rang, à droite, Mithat Pacha, qui n'est pas vraiment un révolutionnaire, mais plutôt un bureaucrate extrêmement zélé et qui croit en la possibilité de réformer le système en appliquant les bonnes règles de l'administration. Il a été gouverneur dans les provinces danubiennes, il y a effectué énormément de réformes qui ont été
très bien reçu. C'est lui qui sera gouverneur à Bagdad en 69 lorsque Osman Hamdi Bey, cet intellectuel très occidentalisé, sur-occidentalisé, super-occidentalisé, dont j'ai parlé la dernière fois, se retrouvera à Bagdad et découvrira l'Orient. Mithat Pacha, donc, c'est une figure très particulière. C'est un bureaucrate, comme la plupart des bureaucrates des Tanzimat, mais un bureaucrate qui, tout en ayant des ambitions dans le système, a une vision de réforme, d'aller plus loin dans la réforme, d'étendre la réforme afin de l'ancrer plus profondément dans la société. Et tout à gauche, Mustafa Fazıl Pacha, alors lui c'est une catégorie très différente puisqu'il est de la famille kédivienne, il a été lésé de son héritage par le Khedive Ismaïl et par conséquent il a maille à partir avec le système kédivial. Il s'insère, il s'intègre dans la bureaucratie ottomane, devient à un moment ministre des Finances, mais c'est un homme extrêmement puissant, extrêmement riche, puisqu'il a la fortune kédiviale, du moins une partie de la fortune kédiviale, et qui lui, plutôt que de s'engager directement dans l'opposition, va plutôt lui servir de mécène, va fournir des fonds à la plupart de ces intellectuels pour les soutenir dans leur activité. Une photo de Mithat Pacha qui, je crois, en dit long sur l'individu, et je l'ai mis exprès en communication avec une photographie que je vous avais montrée la dernière fois du prince Yusuf İzzettin Efendi, le fils d'Abdulaziz, pour vous montrer qu'il y a un cadre qui est identique, le cadre étant celui d'un studio de photographie à Constantinople. Vous remarquerez que c'est le même fauteuil, c'est le même bureau, ce sont les mêmes bibelots, ce qui le situe un peu vraiment au sommet de la hiérarchie sociale et par conséquent le distingue, comme je le disais, des intellectuels de base, ceux qui vont plutôt écrire et militer pour une transformation du système. Lui, il reste très impliqué dans les réseaux du pouvoir. Et encore une fois, une photographie qui va nous permettre de souligner la différence entre certains de ces individus qui participent de la même mouvance politique. Ali Souavi Effendi, que nous avions déjà vu enturbané et que j'avais décrit comme appartenant à une mouvance islamisante de la réforme, le voici posant devant un photographe parisien pendant son exil à Paris dans les années 1860. La plupart de ces gens-là, nous le verrons, seront exilés dans les années 1860, exilés par la volonté d'Abdulaziz, mais surtout de Ali et de Fouad Pacha, ceux qui contrôlent le système, et certains s'exileront tout seuls pour avoir plus de liberté et plus de moyens d'exprimer leur opposition au système. Et ce qui est intéressant dans cette photographie, c'est qu'il s'est efforcé de donner à sa pose et au contexte de la photographie un fort goût islamique. Et comment le fait-il? Puisqu'il est en exil, il est à Paris, il se sert des services d'un photographe parisien. Que fait-il? Vous avez vu, vous vous souviendrez que Abdulaziz, lorsqu'il pose devant le photographe, il va profiter de ces accessoires que les photographes fournissent, des livres notamment. Quand il s'agit d'un homme, on veut toujours souligner le côté rationnel et intellectuel de l'individu, même
s'il ne va pas chercher très loin dans le cas d'Abdulaziz. Et là, on voit que Ali Souahavi, à Paris, a utilisé les mêmes accessoires, c'est-à-dire les livres que fournissait le photographe, mais il les a déguisés en manuscrits, en y insérant des titres en caractères arabes, Divan Ali, le divan de Ali, Ali, le gendre du prophète, et Nahj al-Balaghat, qui est aussi un ouvrage d'Ali, du gendre du prophète. Donc il essaye en quelque sorte de se donner de se mettre en scène dans un contexte islamique, ce que l'on voit bien sûr dans sa tenue ou dans le détail de ses mains qui égrènent un chapelet. Donc ce sont des individus extrêmement divers qui vont avoir des approches différentes à un même problème, celui de modifier, d'enlever, de se débarrasser de cette chape de plomb que sont les tanzimat, puisque il faut bien se rendre compte que malgré le fait que les tanzimat aient été un système revendiquant la loi, la législation, le droit, l'état de droit, et la réforme, c'est quand même un système qui est complètement contrôlé par le haut, et notamment, je le disais un peu plus tôt, par Ali Pacha à gauche et Fouad Pacha à droite. C'est un système un peu sclérosé, c'est une réforme par le haut, qui, dans certaines situations, peut devenir extrêmement répressive et extrêmement violente dans son refus d'ouvrir les portes à des visions et à des courants politiques un peu différents. Donc l'objectif va être d'essayer d'attirer l'attention du public sur la nécessité à amener une réforme à ce régime qui se prétend réformiste et qui l'est, mais uniquement de manière extrêmement contrôlée par le haut. Un document classique, entre guillemets, de ce mouvement est la lettre qu'adresse Moustapha Fazil Pacha, donc ce très puissant membre de la famille kédiviale égyptienne, cette lettre qu'il adresse en 1866 à Abdulaziz et qui commence par cette phrase qui est maintenant archi connue: « Ce qui entre le plus difficilement dans le palais des princes, c'est la vérité ». Et on voit bien que le style de la lettre de Moustapha Fazil Pacha s'inscrit dans une forme de conservatisme réformiste, puisque on ne veut pas vraiment remettre en cause l'honnêteté et la légitimité du sultan. Au contraire, on essaye de convaincre le sultan de ce que son entourage est corrompu, qu'il est mal conseillé. C'est un peu l'hydre ministériel, comme on l'a vu au début de la Révolution française, pour essayer de sauver un peu l'image du souverain. Donc on veut conserver la légitimité d'Abdulaziz et on accuse par conséquent ceux qui, autour de lui, mentent et ceux qui font obstacle à la vérité qui devrait pénétrer dans le palais impérial et convaincre le sultan d'engager certaines réformes. Et bien sûr, cette hydre ministérielle, cette cabale des tanzimat, elle tourne autour de Ali et de Fouad Pacha. Ce sont eux qui sont avant toute chose, avant toute personne, la cible principale des opposants au régime. Je vous le disais, les profils sont différents, donc vous avez le très puissant prince égyptien qui s'adresse directement au sultan. Les autres vont essayer d'utiliser ce nouvel outil de communication qu'est la presse. Or, la presse dans l'Empire ottoman est extrêmement contrôlée, elle est censurée.
Il n'y a en gros que la presse officielle, la Gazette officielle, et quelques feuilles qui sont publiées en français et qui généralement ne vont pas très loin dans la critique qu'elle pourrait faire du système. Et par conséquent, l'un des instruments les plus importants que les opposants au régime vont utiliser est la presse. Vous en voyez ici deux exemples classiques. À gauche, Mukhbir, l'informateur. Aujourd'hui, Mukhbir a une connotation très négative, c'est le délateur, mais Mukhbir, dans son sens premier, c'est celui qui informe. Donc c'est le moniteur, c'est l'informateur, c'est ce que la presse est censée faire. Et le Mukhbir, c'est le quotidien qui est publié par Ali Souavi. Ali Souavi, donc cet opposant aux tendances islamistes. À droite, Hurriyet. Et Hurriyet, c'est un terme extrêmement important qui va porter en quelque sorte l'idéologie de l'opposition pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Littéralement, ça veut dire la liberté, mais c'est un néologisme. Ce qui est amusant, c'est qu'au XIXe siècle, les intellectuels ottomans vont essayer de se créer un vocabulaire nouveau, un vocabulaire moderne, pour traduire, pour avoir une correspondance avec la terminologie politique, mais aussi scientifique, telle qu'elle se développe en Occident. Or, Hurriyet est un de ces termes qui sont inventés à partir d'une racine arabe. Puisque hurr en arabe veut dire libre. Et c'est quelque chose qui est utilisé notamment dans le cas de l'opposition entre hommes libres et esclaves. Les Ottomans vont ajouter à cette racine hurr le iyet, qui en fait un substantif, un état, et qui est un terme qui n'est pas utilisé en arabe. C'est ce qui est amusant au XIXe siècle, que de voir que les Ottomans sont en train de traiter l'arabe un peu comme la modernité occidentale pendant la même période utilise le grec ou le latin, c'est-à-dire pour créer de nouveaux termes décrivant des concepts nouveaux. Donc Hurriyet, et vous savez probablement que par exemple la version arabe de Hurriyet, c'est Tahrir. Tahrir, la fameuse place du Caire, la place de la liberté. Donc vous voyez comment il y a divergence à cause d'un parcours politique différent, il y a divergence dans le vocabulaire utilisé par les Arabes et celui créé par les Ottomans sur des bases des bases lexicales arabes. Le Hurriyet, c'est donc la liberté, c'est un journal qui est publié par Naam Kemal, donc un des autres, un intellectuel, mais beaucoup plus engagé dans les lettres et dans la propagation de cette idée de réforme et d'opposition par les moyens modernes qui lui sont offerts, notamment le théâtre à partir des années 1870. Or, je vous disais que Ali Souavi était de mouvance islamiste, mais en fait, lui, c'est peut-être l'un des plus marqués par cette identité islamique et par ce désir de répondre à l'occidentalisation par une réforme politique qui retiendrait certains des principes révolutionnaires de l'Occident, mais qui les mettrait au goût d'une culture et d'une société islamique. Donc son rêve, et le rêve de beaucoup de réformateurs à l'époque, c'est de se dissocier un peu de ce mimétisme, cette imitation systématique de l'Occident que l'on a vu dominer la culture politique des Tanzimat, et tout en conservant le noyau dur de l'opposition, c'est-à-dire le désir de libéraliser, de libérer, d'émanciper le système politique, il voudrait le faire aux couleurs de l'islam. Il voudrait le faire avec des institutions, des concepts qui seraient empruntés
à l'islam ou qui serait revisité, qui serait recréé à partir de principes islamistes. Et cela vaut aussi pour Naam Kemal. Naam Kemal est un de ces intellectuels qui voit dans l'islam la possibilité de transformer l'opposition en un système qui pourrait s'implanter beaucoup mieux que les Tanzimat dans la culture populaire, dans la culture politique de l'Empire, et par conséquent créer le mouvement de réforme tellement nécessaire pour la survie de l'Empire. D'ailleurs, si l'on voit, alors vous voyez, c'est la première année, alors le Hurriyet est publié à Londres, alors tout est publié en Occident, donc à Paris, puis à Londres, puisque Napoléon III a peu de sympathie pour des révolutionnaires de ce genre, donc ils vont se réfugier pour la plupart à Londres. Notamment en 1867 lors de la visite d'Abdulaziz que nous avons décrite il y a 2 semaines. Donc c'est une presse turque, une presse ottomane d'exil qui s'implante dans les capitales occidentales et notamment à Londres. Et il est intéressant de voir que là, ce que je vous montre, c'est le premier numéro de Hurriyet, première année numéro 1, 29 juin 1868, et le premier article de ce premier numéro est intitulé « Hubb al-Watan min al-Iman ». Ce n'est pas du turc, c'est de l'arabe. Et littéralement, ça veut dire l'amour de la patrie, Watan, Hubb, c'est l'amour de la patrie provient de la foi, Iman. Donc on voit bien, il annonce la couleur, c'est-à-dire qu'il veut associer l'islam, qui est, après tout, l'outil le plus puissant de cohésion au sein de l'élite gouvernante de l'Empire, et la population majoritaire, ou même si elle n'est pas majoritaire, la population en laquelle on a beaucoup plus confiance qu'en la population non musulmane. Donc il s'agit d'associer l'islam à l'idée de réforme. Et vous avez ainsi donc un amalgame de concepts qui sont religieux, la foi, avec des concepts politiques qui sont empruntés à l'Occident, notamment Hubb al-Watan, ou bien la Watan perverlik, le patriotisme, hein, l'amour de la patrie, c'est ça. Nous avions déjà vu le terme Watan apparaître dans l'édit des Tanzimat, donc c'est un terme qui commence à se faire une place dans le jargon politique de l'époque, mais les jeunes Ottomans, cette nouvelle génération de réformateurs, va être très attachée à cette notion de patriotisme, cette notion de défense de la patrie. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a dans cet ensemble hétéroclite d'opposants au régime, il y a une tendance très forte à essayer de marier l'islam avec la modernité pour en quelque sorte donner la réplique à un système qui jusqu'ici n'avait juré que par la modernité occidentale et qui s'était avéré extrêmement oppresseur, extrêmement tyrannique dans son imposition par le haut des réformes, et en plus qui s'était avéré extrêmement inefficace en matière de gestion économique et financière, puisque nous parlons d'une période où l'Empire est pratiquement en faillite. Voilà donc le premier noyau d'opposition dans l'Empire ottoman, un groupe d'individus qui essayent de trouver un point commun, qui essayent de trouver
une politique commune afin de réformer le système. Et c'est la première fois que l'on voit quelque chose d'étrange, d'inouï. C'est la participation de certains membres de la dynastie à cette nouvelle politique. Nous l'avons vu, Mustapha Fazıl Pacha, sans être un membre de la dynastie ottomane, est un prince, et un prince lésé, puisque le système de la passation du pouvoir de père en fils le lèse de ses espoirs de se hisser sur le trône d'Égypte, et par conséquent, il a un intérêt politique égyptien à s'opposer au système qui l'a tellement lésé, qui a complètement éliminé tous ses espoirs de devenir le Khedive à la place du Khedive. Du côté ottoman, les membres de la dynastie sont beaucoup moins actifs puisqu'ils ne sont pas vraiment visibles. La tradition ottomane de l'enfermement, pour ne pas dire l'incarcération des princes, continue, et par conséquent, malgré quelques épisodes très exceptionnels de l'apparition des princes dans des cérémonies officielles ou dans le voyage du sultan Abdulaziz en Europe, la plupart de ces princes sont plus ou moins assignés à résidence et n'ont pas la possibilité de se frayer un chemin vers une sorte de rôle public, de visibilité dans l'espace public, voire même de participation à la chose politique. L'exception est Mourad. Mourad, le fils aîné d'Abdülmecid, le neveu d'Abdulaziz, qui a accompagné son oncle avec son frère Abdülhamid lors de ce voyage à Paris, à Londres, etc., et qui, lui, s'engage de plus en plus ouvertement dans un réseau politique. Il reçoit la visite de beaucoup d'opposants au régime, Naam Kemal, etc., alors qu'ils sont encore à Constantinople. Il essaye en quelque sorte de jouer le rôle de mécène ou de protecteur à ces gens. Et on voit bien que de son côté, il y a un investissement politique, puisqu'il est le prince héritier. C'est lui qui remplacera Abdulaziz, et si quelque chose de malencontreux devait arriver à Abdulaziz, s'il était par exemple renversé par une opposition qui aurait gagné assez de puissance pour effectuer une révolution de palais ou une révolution tout court, dans ce cas-là, il se retrouverait sur le trône. Et nous avons des traces très importantes, très intéressantes et importantes de son engagement politique, avec un début extrêmement modeste dont l'une des traces se trouve dans les archives diplomatiques de France, et dont je vous donne une image. C'est une lettre de Mourad en français. Alors il l'aura fait écrire par quelqu'un, ou quelqu'un lui aura dicté, parce qu'il connaissait un peu le français. Et c'est une lettre où il se propose de se lier d'amitié avec Napoléon III. Il veut être protégé par Napoléon III. Il veut s'inscrire un peu dans ce monde des princes, de ceux qui sont de plus en plus visibles. Pensons par exemple au prince de Galles en Angleterre. Il veut émerger de cet isolement auquel le système ottoman le condamne. Il écrit donc à
à Napoléon III. En 1866, donc une année avant le voyage qu'il entreprendra avec son oncle à Paris, et il n'y dit pas grand-chose, mais il veut un jour présenter personnellement ses hommages à votre Majesté impériale. Je m'estimerai très heureux d'exprimer de vive voix à votre Majesté impériale le vœu de mon auguste père et la joie que j'aurai à l'accomplir. Ce vœu, qu'est-ce qu'il est? Il est tout simplement de participer à cette régénération de l'Empire. Puisque quelques jours avant sa mort, mon auguste père, donc il parle d'Abdülmecid, me recommanda de cultiver dans toutes les circonstances de ma vie, soit comme prince privé, soit comme chef de l'État, donc il évoque déjà la possibilité de son accession au trône, si Dieu m'impose un jour ce fardeau, fausse modestie, l'amitié de votre Majesté impériale et celle de la France. Donc c'est un investissement politique. En gros, il dit à Napoléon III, voilà, je suis le prince héritier, je risque de devenir sultan bientôt, on ne sait pas exactement quand, mais croyez-moi, je m'investis dans votre amitié et dans l'amitié de la France. Et quelques années plus tard, il ira plus loin. Déjà, en 67, il y a une lettre qui n'est pas datée, mais qui date probablement des mois qui suivirent son retour de ce voyage en France. Il écrit encore une fois à Napoléon III en lui demandant de bien vouloir l'accueillir à Paris pour qu'il reçoive une éducation digne d'un prince. Donc c'est vraiment du jamais vu. Alors tout ça se fait bien sûr en privé, en catimini. Ce sont des lettres qu'il envoie à Napoléon III en secret, probablement par l'intermédiaire de l'ambassade de France. Mais on voit bien qu'il y a là un engagement politique où il veut se représenter, il veut se présenter aux yeux d'un des souverains les plus puissants du monde à l'époque comme un candidat à un règne qui ira dans le sens des volontés de l'Occident. Et ceci m'intéresse d'autant plus que voilà des années que je travaille sur le personnage, non seulement sur Mourad V, mais plutôt sur son fils, Selahattin Efendi, qui, et nous le verrons dans un instant, qui sera détrôné. Mourad sera détrôné en 1876, c'est pourquoi c'est l'année des trois sultans. Et son fils, Selahattin, pendant cet emprisonnement dans un palais du Bosphore qui durera jusqu'à la mort de Mourad en 1904, pendant 28 ans, ils seront isolés du monde, il va écrire ses mémoires, il va faire quelque chose qu'aucun Ottoman n'a fait jusque-là, il prend des notes, il tient un journal et il rédige ses mémoires. C'est un document fantastique que je suis en train de publier. J'en suis déjà au 2e tome d'une série qui promet d'atteindre les 10 volumes, j'imagine. Mais c'est quelque chose qui permet de percer un peu les mystères de l'esprit d'un prince ottoman pendant le dernier quart du 19e siècle. Donc pour moi, ce personnage est particulièrement fascinant et ce que je trouve intéressant chez Mourad, le père, donc, c'est cet engagement presque inconditionnel dans la voie de la modernité. D'ailleurs, il ira encore une fois là où aucun prince ottoman n'est allé, c'est-à-dire qu'il va s'engager dans la franc-maçonnerie. Et là aussi, on voit bien à quel point cela s'inscrit dans la modernité du XIXe siècle. Si je ne me trompe, c'est en 68 que Édouard, le prince de Galles, deviendra lui aussi
franc-maçon. D'ailleurs, il sera placé à la tête de la franc-maçonnerie britannique. Pour Mourad, il s'agit de la franc-maçonnerie française, du Grand Orient de France, et c'est par l'intermédiaire d'un homme aussi fantasque qu'extraordinaire et intéressant qu'il sera initié au rite de la franc-maçonnerie. Je veux parler de Cléanti Scaglieri, un grec de Constantinople, vous le voyez à droite avec son tablier maçonnique, donc un révérend du système maçonnique à Constantinople. Il est grand maître de la loge Proodos. Proodos en grec, qui veut dire progrès. Donc on voit à quel point le vocabulaire, le jargon moderniste est présent, puisque la franc-maçonnerie au XIXe siècle, et notamment dans l'Empire ottoman, c'est un noyau de modernité, surtout dans un système où il n'existe pas d'autres moyens d'exprimer son engagement politique pour quoi que ce soit qui diffère un peu du système imposé par les tanzimat et par le sultanat. Donc, en quelque sorte, les loges maçonniques de Constantinople servent de refuge aux Ottomans, et notamment aux Ottomans musulmans, qui veulent profiter de la protection dont jouissent ces loges, puisqu'elles sont en général protégées par les ambassades occidentales, et y pratiquer leur politique. Donc on voit bien que dans le cas de Mourad, il s'agit effectivement de s'engager dans un investissement politique d'avenir, de s'intégrer dans l'Europe, par le biais de la franc-maçonnerie. C'est en 1872 qu'il sera initié, et bien sûr, comme on le fait dans le cas de princes et de personnalités, de célébrités de ce genre, il est tout d'un coup initié jusqu'au 33e rang, et il devient donc l'équivalent d'un grand maître, sans être passé par toutes les étapes d'une initiation normale. Et nous possédons à la Bibliothèque nationale un échange de correspondance entre le grand maître du Grand Orient de France, Antoine de Saint-Jean, qui écrit en mai 73, vous voyez la lettre ici, qui écrit à Mourad pour le féliciter de son initiation, et qui nous donne un peu une idée de l'investissement du côté de la loge maçonnique du Grand Orient, l'investissement politique que cela représente. Placé par votre naissance, c'est un prince, sur les marches d'un trône, encore une fois cette allusion au fait qu'un jour il sera lui aussi sultan, placé par votre naissance sur les marches d'un trône, appelé à régner vous-même un jour sur des peuples pour lesquels nous professons les plus vives sympathies, vous avez, prince, une grande mission à remplir. Et nous sommes heureux de penser que les principes de notre institution ne seront pas étrangers à la direction que vous saurez imprimer au progrès de la civilisation dans ces belles contrées que l'histoire nous montre si florissantes à travers les âges et dès la plus haute antiquité. Donc les vœux les plus ardents de vos frères du Grand Orient de France vous accompagneront dans vos efforts pour l'accomplissement de cette œuvre humanitaire. Donc voilà, c'est le rêve maçonnique un peu de réformer tout le monde, de créer une fraternité, encore une fois par le haut, n'est-ce pas, une fraternité des dirigeants, et d'intégrer en quelque sorte l'Empire ottoman par la maçonnerie, par la franc-maçonnerie, dans le monde de la civilisation. Et nous avons la réponse de Mourad
écrite, encore une fois manuscrite bien sûr, avec la même écriture que celle adressée à Napoléon III, où il remercie le grand maître du Grand Orient. C'est avec un vif plaisir que j'ai reçu votre fraternel pli en date du 1er mai 73, remerciements, etc. Soyez persuadés, très chers frères, qu'aussitôt que l'occasion se présentera, je m'efforcerai à réaliser vos vœux en remplissant la tâche que notre belle institution m'impose, sans perdre de vue que par elle seule, l'humanité peut faire de grands pas vers le progrès, avec un P majuscule, et que par la fraternisation, nos peuples de l'Orient surtout, si divisés par diverses religions et différentes nationalités, pourront se mettre aussi à la voie du véritable progrès. En attendant agréé, etc. Bon, donc c'est très clair. En 72, Mourad, dans l'espoir de recevoir un soutien politique d'Occident, est en train de s'investir dans toutes sortes de relations, toutes sortes de réseaux qui pourraient lui fournir le soutien dont il a besoin pour garantir la réussite de son projet politique. Et son projet politique, il est, du moins c'est ce que l'on pense à cette époque-là, il est ancré dans la réforme des jeunes ottomans. Il est en contact avec ces gens-là, et nous le verrons lorsqu'il accède au trône, on nourrira tous les espoirs de voir se réaliser les projets de réforme des jeunes ottomans ou des jeunes turcs. Nous arrivons donc à 1876, ou plutôt 1875, 76, 1875, la crise du coupon, je l'avais évoqué, le fait que le gouvernement décide unilatéralement de cesser le paiement sur les obligations de la dette ottomane, ce qui est en quelque sorte une demi-faillite, une faillite, et bien sûr quelque chose qui crée un chamboulement de la situation politique, d'autant plus qu'on boursicote allègrement à Constantinople et que des fortunes se font et se défont au rythme de ces soubresauts financiers. Et de plus en plus, on sent le peuple gronder, on sent un mécontentement qui est bien sûr nourri par les réseaux de l'opposition, et l'un des mouvements les plus vocaux, les plus forts à cette époque-là, est celui des softas, c'est-à-dire des étudiants en théologie, de jeunes musulmans qui étudient dans les médresès et qui sont très peu satisfaits de la manière dont la politique d'Abdulaziz se déroule. Il ne faut pas oublier que Ali et Fouad Pacha sont morts, l'un en 69, l'autre en 71, et les velléités autocratiques d'Abdulaziz n'ont plus de frein, puisque Ali et Fouad essayaient quand même de le contrôler un peu. Maintenant, avec la disparition de ces deux hommes et le soutien de certains hommes d'État tels Mahmoud Nedim Pacha, très liés avec la Russie, Abdulaziz commence à avoir, si vous me passez l'expression, la grosse tête, et rêve par conséquent de se constituer en souverain autocrate et absolu dans l'Empire. La crise économique et financière aidant, il devient de plus en plus impopulaire, d'autant plus que, un peu comme son frère avant lui, il est extrêmement dépensier et il va claquer des millions pour se construire des palais sur le Bosphore, des mosquées, toutes dans un style orientaliste dans les années 60, puis néo-gothique dans les années 1870. Donc il y a vraiment une dilapidation du bien national qui est un des
c'est des arguments forts de l'opposition à cette époque-là. Donc les softas, ces étudiants en théologie, commencent à manifester, à défiler dans les rues, on commence à avoir un mouvement populaire à Constantinople même, qui secoue un peu les fondements de la puissance du régime d'Abdulaziz. Et à la fin de quelques mois de troubles dans la capitale, un petit groupe d'individus décide de mettre fin à l'autocratie d'Abdulaziz et de monter un coup d'État. C'est le premier coup d'État ottoman, coup d'État moderne. L'Empire ottoman a été secoué par beaucoup de rébellions et d'insurrections de janissaires ou de telle faction du palais. Mais c'est la première fois que nous constatons la formation d'un mouvement que l'on peut déjà appeler un coup d'État, puisqu'il regroupe la tête du système administratif et politique, Mithat Pacha, et le Seraskal, c'est-à-dire le généralissime, le ministre des armées, le ministre de la guerre, Hüseyin Avni Pacha, au milieu, et un deuxième militaire de quelque importance, Süleyman Pacha, qui est à cette époque-là à la tête des écoles militaires. L'avantage, c'est que Mithat Pacha représente la partie civile, en quelque sorte l'aspect civil de la réforme et de l'opposition. C'est quelqu'un que l'on associe encore à ses réformes dans les provinces qu'il a gouvernées et à ses rapports avec les jeunes Turcs. Süleyman Pacha contrôle un élément crucial de l'armée, celui des jeunes recrues, des jeunes officiers, ceux qui appartiennent à cette génération qui commence à se poser de sérieuses questions sur la légitimité du règne du sultanat d'Abdul Aziz. Et bien sûr, le commandant en chef de l'armée, c'est donc vraiment un coup d'État qui s'assoit sur les trois institutions les plus puissantes de l'Empire. Et c'est à la fin de mai 1976 que la machine de ce coup d'État sera mise en branle et que l'armée va assiéger le palais de Dolmabahce, ce palais rococo, néoclassique rococo que l'on a vu lorsque l'on parlait des goûts occidentaux d'Abdülmecid. Le palais va être encerclé par l'armée, menée par Hüseyin Avni et Süleyman Pacha, mais aussi par la marine, puisque c'est un palais qui fait face au Bosphore, et par conséquent, la marine, plusieurs cuirassés vont aussi participer à cet encerclement du palais, et Abdulaziz va être obligé à abdiquer. Voici une scène tout à fait imaginaire, bien sûr, d'Abdulaziz avec à sa droite probablement sa mère, bien couverte, à qui l'on annonce par l'entremise du Cheikh l'Islam, puisque on veut faire ça dans la légitimité, et par conséquent, on demande au Cheikh l'Islam de prononcer une fetva, une opinion religieuse qui justifie la déposition du souverain. Il sera déposé sur la base de ses excès financiers, sur la base d'avoir en quelque sorte trahi le bien public et l'intérêt de l'Empire par ses excès. Il sera donc démis de ses fonctions, il sera déposé et il sera remplacé par son neveu, donc Mourad, que l'on voit depuis les années 1860 essayer de se tailler une réputation de jeune ottoman, une réputation de souverain ou de prince réformiste.
Il va accéder au trône et on le voit en grand uniforme à droite et on voit la couverture d'une des revues illustrées de l'époque, Le Monde illustré, dont le détail est intéressant puisque vous avez encerclé le portrait du jeune sultan, quelqu'un que l'on connaît déjà puisqu'il a déjà fait quelques apparitions dans la presse illustrée de l'époque dans les années 60 et 70. Mais en dessous, vous avez 5 individus, tous portant le fez, tous barbus, tous représentant en quelque sorte la jeune Turquie. Ziya Bey, donc Ziya Pacha dont j'avais déjà évoqué les talents d'historien et de poète, Mustafa Fazıl Pacha, ce fameux Égyptien qui finance l'opposition, au milieu Simon Deutsch, qui est un Viennois juif qui s'investit dans la réforme au sein de la communauté juive en Autriche et qui débarque à Constantinople dans les années 1870 et qui va s'intégrer dans la mouvance des jeunes ottomans ou des jeunes turcs. Kemal Bey, le poète, Kemal Bey, l'auteur de pièces de théâtre, Namık Kemal, l'idéologue en quelque sorte de ces jeunes Turcs, Agah Effendi, le journaliste. Donc on voit bien que la presse illustrée fait un lien direct entre l'accession au trône de Mourad et l'arrivée au pouvoir des jeunes Turcs. Donc il y a beaucoup d'espoir. Alors, je dois vous rappeler, j'aurais dû le dire avant, mais quand on parle de jeune Turquie, bien sûr, c'est une référence à la jeune Italie, la jeune Pologne, à tous ces mouvements carbonaristes des années 1820, 1830. Il y a un peu de retard, si vous voulez, dans l'Empire ottoman. On parle de jeune Turquie à une époque où les mouvements jeunes européens ont en grande partie disparu, mais c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se disent jeunes parce qu'ils veulent du nouveau, parce qu'ils veulent régénérer leur patrie, parce qu'ils veulent s'investir dans la transformation politique du système qui jusque-là les a opprimés. Le coup d'État tourne assez rapidement à la tragédie, puisque Abdulaziz, qui a été déposé et qui est enfermé dans le palais de Topkapı, demande à être réintégré, demande à pouvoir retourner à ses appartements du palais de Beşiktaş, ce qui est accepté. Seulement, quelques jours après, il se suicide. Alors, on ne sait toujours pas si c'est un véritable suicide. Vous avez là à gauche une photographie de l'ex-sultan entouré par de jeunes hommes que l'on ne connaît pas, qui appartiennent probablement à sa garde, à ceux qui sont préposés à la garde de ce souverain déchu. Et c'est probablement la photo la plus pathétique que nous ayons d'un souverain ottoman. Vous le voyez dans un costume d'intérieur, l'air sombre, la mine sombre. C'est vraiment une image très frappante dans la collection de Malkoch. Nous n'en connaissons qu'un exemplaire de cette photographie. Une image frappante d'un homme au bord de la dépression, peut-être. Donc cela expliquerait peut-être qu'il ait voulu se suicider. Et vous avez à droite une coupure de la presse française de l'époque avec les ciseaux d'Abdulaziz, puisqu'il se suicide avec des ciseaux de couture, des ciseaux de toilette, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour essayer de se trancher les veines des deux bras. Alors comment le fait-il? Donc la question n'est toujours pas résolue. Beaucoup prétendent qu'il a été suicidé, c'est-à-dire qu'on l'a forcé, on lui a taillé
les deux avant-bras pour donner l'impression d'un suicide. Toujours est-il qu'il est mort. Il est mort et sa mort a des conséquences assez désastreuses. D'abord parce que le frère d'une de ses femmes, qui est un jeune officier, décide de venger son beau-frère, décide de venger Abdulaziz, et vous le voyez encore une fois avec une scène complètement imaginaire, il va attaquer le Conseil des ministres qui est en réunion dans le palais de Mithat Pacha. Il va tuer un grand nombre de ministres et de personnes présentes, donc une sorte de contre-révolution qui n'aura pas de séquelles puisqu'il sera immédiatement arrêté et, comme vous le voyez à droite, il sera pendu. Mais c'est quand même un événement violent, une sorte de réaction extrêmement violente à ce coup d'État qui va encourager les éléments un peu plus conservateurs à garder cette image d'Abdulaziz comme martyr d'une révolution, martyr d'un coup d'État qui tout à fait illégitime, qui l'aura lésé de son trône. Encore plus grave, d'un certain point de vue, ces événements ont un effet épouvantable sur le jeune sultan, sur Mourad, qui vient d'accéder au trône, qui est déjà d'une constitution mentale assez fragile. C'est un alcoolique, ça on le sait, depuis sa plus tendre jeunesse, il a été habitué à l'alcool, et par conséquent, le choc d'apprendre la nouvelle de la mort de son oncle et le fait qu'il craint en quelque sorte d'être accusé d'être le fomentateur de cet assassinat le rende fou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va sombrer dans une sorte de dépression et il ne va vraiment pas retrouver les esprits avant bien longtemps. Il va passer 3 mois caché dans un palais, caché par les membres du nouveau gouvernement qui ne veulent pas annoncer cet état désastreux du nouveau sultan. On va essayer de le parader à dos de cheval lors de la prière du vendredi, etc. Mais on sent bien que quelque chose ne va pas. Et au bout de 3 mois, voyant qu'il n'y a toujours pas de mieux à la situation médicale du jeune sultan, le triumvirat du moment, c'est-à-dire Mithat Pacha, Hüseyin Avni Pacha et Mehmed Rüştü Pacha, le grand vizir, décident de changer encore une fois le sultan, c'est-à-dire de déposer Mourad en l'accusant tout simplement de démence et de donner le trône au prince suivant, le prince héritier à cette époque-là, Abdulhamid. Donc vous voyez que le 30 mai 1876, déposition d'Abdulaziz, le 30 août 1876, déposition de Mourad et accession au trône d'Abdulhamid. 3 sultans en une seule année, énormément d'instabilité politique, quelque chose qui va bien sûr créer des problèmes pour la survie de l'Empire et qui va engager Abdulhamid à transformer le système de manière à se tailler un rôle d'autocrate, c'est-à-dire de concentrer tous les pouvoirs autour de lui pour préserver l'Empire des dangers qui
le menacent. Et bien sûr, ces dangers, ils sont nombreux, puisque depuis 1875, les Balkans sont en insurrection. Le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Empire est encore une fois amené à essayer de mater ou de négocier avec des insurgés. Et la situation est envenimée par le fait que cet esprit de révolte est en train de se répandre à travers les Balkans avec beaucoup de rapidité. Dès avril 1876, c'est le tour de la Bulgarie. Ce qui commence, le feu est mis aux poudres en Bosnie-Herzégovine, et quelques mois plus tard, en avril 1876, c'est l'insurrection bulgare qui commence. Et cette insurrection, les Ottomans vont la mater de manière extrêmement violente. Alors, c'est en quelque sorte une rebelote des massacres de Kio. C'est un phénomène intéressant, c'est-à-dire que les Ottomans, pendant la période des Tanzimat, ont été amenés à gérer des situations extrêmement périlleuses d'insurrection, de rébellion, en Crète, au Liban. Mais ils ont toujours essayé de maintenir une sorte d'équilibre entre les représailles ou les mesures punitives contre les insurgés et une forme de négociation, notamment avec le soutien des grandes puissances. Et en Crète, ça marche plus ou moins bien, il y a quand même une sorte d'équilibre malgré les troubles qui ne cessent d'éclater de temps en temps de manière sporadique. Au Liban, c'est pareil, il y a quand même une stabilisation de la situation avec la création du Mutassarifa et la création de ce système qui servira de modèle en quelque sorte à la République libanaise dans le futur, une confessionnalisation de la population afin de maintenir un semblant d'ordre. Mais en Bulgarie, ils vont se lancer dans quelque chose de beaucoup plus violent. Ils vont essayer de mater l'insurrection par la force. Donc la presse à l'époque est pleine d'illustrations montrant l'armée ottomane, les forces de l'ordre et bien sûr les Bashibozuk, celui qu'on avait déjà identifié en parlant de ce tableau d'Osman Hamdi en 1867, vont s'attaquer à la population civile et par conséquent on va commencer à voir une sorte de reprise en quelque sorte de la violence qui avait tant nui à l'image de l'Empire ottoman pendant la guerre d'indépendance grecque, notamment dans le contexte des massacres de Kio. Petite parenthèse concernant ma micro-histoire, mes propres intérêts historiques sur Osman Hamdi Bey. Osman Hamdi, qui est à l'époque, en 1976, un petit gratte-papier au ministère des Affaires étrangères, est envoyé, en tant que membre d'une commission d'enquête, est envoyé en Bulgarie. Et j'ai publié, il y a de cela quelques années, ces notes, son journal qu'il a tenu lors de son séjour à Philippopolis, à Philibet. Vous en voyez ici 2 pages, avec un portrait, puisque c'est quand même un artiste, il s'amusait à croquer les gens, les musulmans qui étaient accusés par leur commission d'avoir commis des crimes contre la population occidentale. Il est intéressant d'ailleurs de voir
que son image a circulé puisqu'il a réussi à vendre certains de ses croquis à la presse anglaise et par conséquent ces images sont parues peu de temps après dans la presse illustrée anglaise. Vous en voyez ici un exemple, tous ces portraits sont de la plume d'Oswald Hamdi. Mais lorsque l'on parle justement de cette presse anglaise, il est important de se souvenir que ce qui avait ennui à l'Empire ottoman en 1822 va de nouveau nuire à peu près de la même manière, mais avec des médias beaucoup plus performants en 1876, puisque l'insurrection bulgare et la martyrisation du peuple bulgare, les massacres perpétrés contre la population civile en Bulgarie, vont faire la une de la presse illustrée de l'époque. Et là, vous le voyez, c'est encore une fois la presse illustrée britannique, c'est le Illustrated London News. Et vous voyez la légende de cette image, des bashibozouks brûlant un village. Il est intéressant de voir que le bachibozouk, qui dans les années 50-60, parce qu'il participait à une guerre dont les acteurs étaient alliés, l'Empire ottoman était allié avec les Français et les Britanniques, et par conséquent, le bachibozouk, tout en étant reconnu comme étant violent et vivant de rapines et de viols, etc., était quand même présenté comme un noble brigand, comme un brigand exotique, comme un bandit plus ou moins aguichant. Et en 1876, la situation est complètement inversée. Ce sont des barbares, ce sont les descendants des Huns, c'est la représentation même de la violence, de la cruauté perpétrée contre une population civile innocente et qui plus est chrétienne. Et par conséquent, vous allez avoir une production d'images extrêmement importante, allant précisément dans ce sens, dont je vous fournis un exemple. C'est un peu le Delacroix russe, puisqu'il s'agit d'un tableau peint en 1877 par un certain Konstantin Makovsky, un peintre russe, qui représente le martyre des Bulgares, avec bien sûr la référence aux souffrances, aux viols de la population bulgare représentée essentiellement par des femmes, et dans un cadre, dans un décor qui bien sûr évoque la religion chrétienne, puisqu'il s'agit d'une église qui a été violée, de même que les femmes, par ces sauvages de Bashibozuk ou de Turcs. Et ça, les massacres de Bulgarie vont avoir un impact énorme sur le public occidental, notamment britannique, puisque ce sera le fer de lance d'un des hommes politiques les plus importants de l'époque, William Gladstone, qui va devenir le porte-parole en quelque sorte de la souffrance bulgare dans l'Empire ottoman. Il va organiser des meetings, des rallyes politiques où il va prêcher une sorte de croisade contre les Turcs, prenant la défense de la population bulgare martyrisée. Et il va publier deux petits pamphlets qui vont avoir un impact énorme sur la perception des Ottomans par le public britannique et à long terme occidental à cette époque-là. Le premier, publié dans les premières semaines de septembre 1876, s'appelle « Les horreurs bulgares et la question
d'Orient. Bulgarian Horrors and the Question of the East, c'est quelque chose qui se vend comme des petits pains et qui en gros expose le crime contre l'humanité dans lequel se sont engagés les Ottomans, avec bien sûr comme sous-texte la nécessité qu'il prône de se débarrasser à tout jamais des Turcs. Se débarrasser à tout jamais, on ne dira même plus des musulmans, mais des Turcs qui n'appartiennent pas à l'Europe et qui doivent être, c'est lui qui utilise l'expression des unspeakable Turks, le turc innommable, c'est Carlyle en fait, mais il le reprend, et ils doivent être à tout jamais jetés hors d'Europe, jetés et chassés vers leur propre territoire, c'est-à-dire les steppes d'Asie. Et ça, l'impact immédiat, c'est bien sûr de sympathiser avec la cause bulgare, mais c'est aussi à long terme de signer en quelque sorte l'arrêt de mort de l'Empire ottoman comme une puissance légitime participant à la communauté des nations civilisées en Occident. C'est-à-dire que 56 était une communion, 56 c'était l'idée que les Ottomans, en se civilisant, avaient gagné le droit à s'intégrer dans le concert de l'Europe, s'intégrer dans la civilisation européenne. Désormais, ils ne devraient plus en faire partie, ils doivent en être chassés à tout jamais, ils doivent être exclus de l'Europe. Un second pamphlet qu'il publiera quelques mois plus tard, en 1877, est encore plus violent, même s'il n'a pas eu le même impact, puisque le premier était tellement phénoménal, tellement puissant dans sa diffusion, que le second est passé un peu inaperçu, puisque le second tentait aussi de critiquer l'attitude de l'Occident envers les Ottomans, puisque Gladstone a été très déçu de voir que les gouvernements occidentaux ne suivaient pas, du moins pas au pied de la lettre, sa politique, et que par conséquent, la diabolisation des Ottomans n'avait pas encore eu lieu. Et par conséquent, son deuxième pamphlet, Lessons in Massacre, des leçons de massacre, est un pamphlet où, en gros, il dit « Voici ce que nous avons appris des massacres de Bulgarie, voici le message que l'Occident a donné à l'Empire ottoman à la suite de ces massacres, et le message tient en quelques mots « Do it again ». Refaites-le. C'est-à-dire qu'il accuse l'Occident d'avoir été trop laxiste, de ne pas avoir puni les Ottomans pour ce crime qu'ils avaient commis contre la nation bulgare, et par conséquent qu'ils les avaient, en quelque sorte, qu'ils avaient encouragé les Ottomans à recommencer en toute impunité parce qu'ils n'avaient pas été châtiés pour ce qu'ils avaient fait en 1876. Donc, à Constantinople même, au moment où Gladstone publie ce brûlot, ce pamphlet idéologique, Abdulhamid accède au trône et arrive un second moment fort de cette année 1876, ce qu'on appelle la conférence de Constantinople, la conférence de l'amirauté, une conférence où les délégués des grandes puissances veulent imposer à l'Empire ottoman une sorte de contrôle par les puissances occidentales des Balkans afin d'éviter le genre de violence qui a eu lieu pendant les 2 années précédentes. Donc c'est un peu
la réimposition des conditions de 1856. Les puissances occidentales se rendent compte que 56 est resté en quelque sorte une lettre morte. Ils veulent imposer à l'Empire ottoman un contrôle occidental, du moins sur les provinces balkaniques, où ils jugent que l'Empire est incapable de gérer une situation qui est devenue intenable. Et c'est pendant cette conférence, encore une fois, un petit écarté, un petit encadré concernant ma petite histoire, la manière dont je suis la carrière, la biographie de certains individus. Ethem Pacha, le père d'Osman Hamdi, celui qui est un rescapé des massacres de Kio, est un des membres de la délégation ottomane, et c'est pendant une des séances de cette conférence qui va se tourner vers les délégués français, Chaudordy et Bourgoin, en leur lançant à la figure, lorsqu'il a été accusé des atrocités commises en Bulgarie, il va leur lancer à la figure: au moins nous n'avons pas de dragonnade et de massacre de Saint-Barthélemy, pour nous faire honte. C'est très intéressant. C'est une sortie qui reste privée, puisqu'elle a été rayée du procès-verbal de la réunion, mais elle est intéressante à cause du personnage. Vous avez un homme qui est devenu grand vizir, ou qu'il deviendra quelques mois plus tard, qui est donc un haut fonctionnaire de l'Empire, mais qui est lui-même originaire de cette fameuse île de Kio, qui a été massacré par les Ottomans, qui est lui-même un rescapé des massacres, qui va prendre la défense de son gouvernement et attaquer les Occidentaux, notamment la France, de pratiquer en quelque sorte un double standard et d'oublier qu'eux-mêmes ont commis bien des massacres et que par conséquent les accusations concernant la violence commise en Bulgarie ne leur revenaient pas. La politique de Mithat Pacha, qui est l'homme fort de l'époque, est elle aussi extrêmement problématique, puisque Mithat Pacha ne veut pas céder aux pressions occidentales, et pour échapper à ce joug occidental, il va imaginer la solution de hâter la promulgation d'une constitution ottomane. Il va s'arranger pour que cette proclamation se fasse le jour même de la première séance de la conférence de l'amirauté, de la conférence des délégués occidentaux, s'imaginant que ces délégués, voyant que l'Empire était désormais, s'était doté d'une constitution, il n'y avait plus de nécessité à lui imposer un contrôle externe, un contrôle extérieur, et que par conséquent ils allaient se retirer et laisser les Ottomans en paix. Pas du tout, pas du tout. Les délégués occidentaux ne sont absolument pas dupes de cette manœuvre politique, et par conséquent Mithat Pacha se voit dans l'obligation de recourir à un autre stratagème. Pour essayer de contrer les demandes occidentales, il va réunir un grand conseil, quelque chose qui ne s'est jamais réuni vraiment jusque-là, un grand conseil auquel il va demander en quelque sorte de voter unanimement le refus des conditions proposées par les délégués occidentaux. C'est une fin de non-recevoir, si vous voulez. Et par conséquent, c'est un bluff politique de quelque ampleur, puisqu'il espérait encore que les grandes puissances se satisferaient de cette situation, et que par conséquent, elles retireraient du jeu les conditions qu'elles avaient imposées à l'Empire, ou qu'elles comptaient imposer à l'Empire. En fait, il n'en est rien.
et la conférence se retire et les Ottomans sont laissés face à face avec une situation désastreuse, d'autant plus que le risque le risque à l'époque, c'est de voir la Russie entrer en jeu, entrer en guerre. Et c'est ce qui arrive effectivement quelques mois plus tard, en 1877. La Russie va entrer en guerre et l'Empire ottoman va se trouver aux prises avec son ennemi mortel et va en sortir vaincu un an plus tard, avec des conditions, des réparations de guerre, des conditions désastreuses qui vont l'obliger à demander le soutien de la Grande-Bretagne et de l'Occident à des conditions qui sont encore plus difficiles, encore plus dures, encore plus coûteuses que celles que la conférence de 1876 essayait de leur imposer. Mithat Pacha lui-même sera victime de ces manipulations, ayant joué la carte de la Constitution, il deviendra grand vizir, mais il donnera aussi à Abdulhamid la possibilité de le destituer, l'article 103 de cette constitution, de le destituer et par conséquent de l'envoyer en exil. Donc la carrière politique de Mithat Pacha est terminée, ou du moins pour le moment, et la situation, malgré les élections de 1877 et l'ouverture du Parlement en mars 1877, malgré ces aspects entre guillemets positifs de la situation politique, la guerre avec la Russie va créer la situation idéale, idoine pour Abdulhamid, qui va se défaire de la Constitution et du Parlement en 1878 et bâtir petit à petit les fondements de son régime autocratique qui va durer jusqu'à la révolution jeune turque de 1908. J'arrêterai donc ici en vous souhaitant tout le meilleur pour la suite de cette année, en espérant que l'année prochaine, lorsque nous parlerons du régime hamidien, que nous parlerons de ces dernières décennies du XIXe siècle, nous pourrons le faire en contact physique, que je pourrai réintégrer, et vous aussi, l'amphithéâtre de Marguerite de Navarre. Pour le moment, je ne peux que vous souhaiter une bonne continuation. Et je tiens quand même, au risque de déborder de quelques minutes, je voudrais quand même vous signaler que la situation en Turquie est en train de détériorer, et que mon université, l'université de Boğaziçi, est devenue la cible d'un assaut gouvernemental avec l'imposition d'un président externe à l'institution, et que nous sommes dans une situation extrêmement grave qui risque de dégénérer et qui risque de signer en quelque sorte l'arrêt de mort de cette institution qui est pourtant l'une des meilleures universités de Turquie. Ce serait dommage, et j'espère que les efforts que nous faisons pour résister et pour retourner cette situation aboutiront à un résultat positif, et que nous pourrons maintenir l'autonomie et la liberté de cette université, de l'université de Boğaziçi, de l'université du Bosphore.